Bernard, installez-vous au milieu, ça sera du cours pour vous. Alors Bernard Cadot, qui est le président du réseau Orpi. Le réseau Orpi, quelques mots, prenez le temps que vous preniez le micro, c'est le premier réseau immobilier français, c'est 47 Bonjour 000 ventes à toutes et à tous. C'est 47 000 ventes par an, c'est ça, vous Oui, me tout à confirmez. fait. Alors il n'y a pas beaucoup d'écart avec le numéro 2, mais malgré tout, vous êtes sur la première marche. Vous avez 870 membres, 6 500 collaborateurs et quasiment 1 200 agences. Même un petit peu plus en ce moment, mais on va dire 1200, comme ça les chiffres seront plus... 2200 agences. Alors, sur les différentes valeurs que l'on va revoir, si on peut avoir le slide avec les différentes valeurs, et on va les commenter ensemble. Elles vont arriver dans un instant. Peut-on avoir... Elles arrivent. C'est tellement... Voilà, alors, voilà. Ces fameuses 6 valeurs, donc indépendance, mutualisation, solidarité, démocratie, actionnariat, implication. Alors, quelques mots. L'indépendance, le bénéfice immédiat auquel on pense, c'est la créativité, l'initiative, la capacité à engager des projets. Un entrepreneur qui entreprend, c'est assez logique. Deuxième mot, la mutualisation, c'est la mise en commun des moyens. Alexandra, vous en parliez tout à l'heure. En gros, c'est donner accès à des outils qui seraient inaccessibles sans doute si l'on était seul. Troisième idée, la solidarité, c'est l'échange de bonnes pratiques. C'est une solidarité opérationnelle, mais c'est aussi, on va le voir, une solidarité financière. La démocratie, c'est ce fameux fondement de la coopération qui est un homme égale une voix. L'actionnariat, c'est le fait que la tête de réseau n'est pas rémunérée par l'exploitation. L'exploitation rémunère d'abord et avant tout le front de vente et les magasins. Et puis enfin, l'implication, c'est le fait, et ça c'est notamment de la gouvernance, on en reparlera ensemble, c'est le fait que les instances de décision sont aux mains des associés, des adhérents, des coopérateurs qui en gros co-décident de leur propre stratégie. Sur ces différentes valeurs, Bernard, vous vous retrouvez plus particulièrement dans lesquelles ? Je dirais que d'une manière générale, Orpi se retrouve dans ces 6 valeurs, puisque elles sont fondatrices. On va essayer de hiérarchiser quand même un peu. Moi j'en ai noté 3, qui sont le partage, avec en écho du partage la mutualisation, parce qu'il y a deux aspects dans le même terme quelque part, et puis aussi l'implication. Le partage, chez nous, c'est d'abord le partage des bonnes pratiques, parce que, et l'expérience l'a démontré, on va peut-être laisser Serge Papin arriver. Rejoins-nous avec plaisir. Donc on va faire jingle musique. Serge Papin. Bonjour. Non, on n'a pas là, ce coup-ci, on n'a pas de musique. Vous êtes en avance? Non, on est juste... on est nickel, mais bon... Pardon, je sais, ça surprend une manifestation où on est à l'heure. Mais bon... Alors... On en était au partage. Serge, quelques mots de présentation. Alors, partage. Pourquoi c'est une valeur qui, chez vous, engendre de la performance? Puisque c'est ça la question, c'est comment les valeurs de la coopération engendrent de la performance dans vos réseaux. C'est le partage des bonnes pratiques, tout d'abord, parce que c'est ça qui nous enrichit. Et je dirais que c'est un mouvement qui est vertical, mais de bas en haut et pas de haut en bas. Dans d'autres systèmes, et notamment dans des systèmes intégrés qui sont non coopératifs, la tête de l'entreprise ou du réseau va dire c'est comme ça qu'on doit faire et puis vous allez faire comme ceci ou comme cela. Là, la politique et notre particularité, c'est justement d'avoir au fil des années et encore en permanence, puisqu'on sait animer tout cela, c'est d'avoir partagé ces bonnes pratiques, de s'en être enrichi. Pour une raison simple, c'est que, et c'est pour ça que ça renvoie à la mutualisation, c'est que le principe chez Orpi, c'est qu'on partage un élément essentiel qui s'appelle le fonds de commerce, puisque pour un agent immobilier, son fonds de commerce, c'est le mandat de vente que lui confère son client, et nous partageons le mandat de vente dans le cadre d'un fichier commun des affaires. C'est-à-dire que depuis l'origine... Oui, on va y revenir. Parce que c'est quand même vu de l'extérieur quelque chose qui surprend forcément. Oui. Vous partagez votre fonds de commerce. C'est pas banal. Mais restons une seconde sur le partage des bonnes pratiques. Ça se matérialise comment? Quels outils vous avez pour organiser? Alors Serge est arrivé, il est déjà venu nous parler ici il y a quelques années de ces fameux GEP, groupe d'entente et de progrès au stade local. Et il est déjà intervenu au moins à 2 reprises pour des manifestations Orpi, et je tiens à le remercier publiquement. Chez vous, ça se matérialise comment? Donc ce partage de ce que vous appelez les bonnes pratiques. Ce sont des réunions régulières dans une entité intermédiaire qui s'appelle le GIE, donc le groupement d'intérêt économique, une quinzaine ou une vingtaine d'entrepreneurs qui sont réunis. Ce sont également des groupes de travail en permanence sur les sujets importants et fondamentaux, parce que
aussi, on aurait pu rajouter cette valeur-là dans la coopérative. Il faut du consensus pour avancer. Donc les groupes de travail participent à la création de ce consensus. Et puis ce sont aussi régulièrement, dans nos grandes manifestations, l'intervention de tel ou tel qui va spontanément mettre en avant des bonnes pratiques qui fonctionnent. Parce que dans la mesure où on partage ce fameux fonds de commerce, on va y revenir, on n'hésite pas à partager les bonnes pratiques. On n'est pas dans une logique où un franchiseur a vendu un territoire à un entrepreneur et cet entrepreneur le défend farouchement. Au contraire, cette mutualisation et ce partage fait qu'on essaye au maximum de faire profiter les uns et les autres des meilleures expériences vécues. Ça nous évite bien sûr des erreurs lourdes, parce que cette implication permanente entre le terrain, entre le vécu, au niveau de la gouvernance, nous sommes des entrepreneurs et nous sommes sur le terrain, tout ce mélange-là est vertueux et permet d'enrichir en permanence cette connaissance et cette pratique. Ces réunions de GIE, quelle fréquence? C'est mensuel. D'accord. Et quelles actions vous pourriez prendre en exemple qui viennent de ces réunions de GIE? C'est-à-dire en quoi le terrain a été force de proposition, a pu faire naître des actions qui sont devenues communes? Et bien, par exemple, sur une mise en application de principes marketing de base, certes, mais que nous avons adapté à notre façon de faire, à notre façon de voir et d'agir. C'est aussi la mise en place d'actions locales, parce que ces réunions et ce partage des bonnes pratiques participent à l'animation commerciale du réseau. Parce qu'il peut y avoir des actions ponctuelles, il peut y avoir ici ou là des choses qui, à un moment donné, vont être isolées dans telle ou telle région, mais qui demain deviendront une généralité. C'est par exemple la participation à des foires locales, à des actions communes locales. Et ça se décide dans ces réunions de GIE? Ça se décide, c'est en même temps un laboratoire permanent parce qu'il y a une autonomie de décision et de gestion de ces GIE qui expérimentent ici ou là telle ou telle pratique, par définition nouvelle là, dans ce qui nous intéresse, et qui vont en faire profiter les autres en disant nous avons envisagé telle et telle action, ça s'est traduit positivement, on a eu un excellent retour, nos clients adhèrent, et donc spontanément les responsables de GIE vont se parler entre eux et vont dire tiens, on va le faire, et au national, nous on va pouvoir reprendre telle ou telle idée, peut-être la modéliser, l'améliorer, l'enrichir, et puis quelque part, entre guillemets, l'industrialiser au profit de tous les adhérents de la coopérative. L'autre volet du partage que vous évoquiez, vous y êtes allé tout seul tellement vous trouvez ça, vous aussi, je pense, assez surprenant quand on vous regarde de l'extérieur, c'est le partage du fonds de commerce au travers des mandats de vente. Alors déjà, peut-être un mot pour ceux qui ne sont pas dans l'immobilier. Votre ressource numéro 1 à vous, agent immobilier, c'est le mandat de vente. Oui, parce que nous, on est dans l'intermédiation, c'est-à-dire que l'agent immobilier traditionnel, tel qu'il est très très majoritaire chez Orpi, ne fabrique pas son produit. L'agent immobilier va avoir un rôle d'intermédiateur, on dit aussi d'intermédiaire, entre un propriétaire d'un bien immobilier et un acquéreur potentiel. Donc c'est un mandat de vente. Ça, c'est le fonds de commerce et ça, c'est la base. Et ce que nous appelons l'ADN d'Orpi, c'est dès l'origine, alors petit retour en arrière quand même, ce sont les années 1960-65, c'est-à-dire des années où l'activité immobilière est très florissante et quelques agents immobiliers visionnaires se disent finalement, si on mettait en commun nos mandats de vente, donc notre fonds de commerce, on offrirait à la fois au vendeur une beaucoup plus grande visibilité de son offre immobilière et on permettrait à l'acquéreur un chemin plus facile et un accès beaucoup plus facile. Il n'y avait pas Internet à l'époque, il n'y avait rien de tout ça. On offrirait une visibilité plus grande à un acquéreur sur une zone de chalandise donnée de l'ensemble des produits. Et de là est née cette idée d'Orpi, donc des entrepreneurs indépendants qui se sont constitués bien sûr en coopérative et qui ont accepté de partager cela. Il y a aussi, mais bon, je ne veux pas être trop long, un corollaire de cette mutualisation, c'est la confiance. Il faut impérativement qu'il y ait une confiance forte qui se forge au fur et à mesure du temps entre les participants à ce fichier commun. Je ne vais pas partager mon fonds de commerce avec quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Oui, mais comment on accepte durablement de partager son fonds de commerce avec quelqu'un qui, peut-être lui, ne fait pas les mêmes efforts que moi pour alimenter ce fonds de commerce? Alors d'abord, on accepte parce qu'on y croit. On l'accepte parce que l'expérience montre que c'est quelque chose qui fonctionne et qui enrichit au propre comme au figuré ceux qui y participent. Et puis aussi, et c'est un des rôles
aussi important dans les groupements. Il y a une forme à la fois d'autodiscipline et d'auto-entraînement. La vertu de l'exemple et la démonstration par l'exemple fait que les adhérents d'Orpi se rendent bien compte que d'abord ils ne sont pas rentrés par hasard, et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de succès, mais aussi que ce système de partage de fichiers communs leur apporte beaucoup plus. Certes, il y a des contraintes, parce que c'est un fichier commun unique, il y a des conditions très rigoureuses d'apport à ce fichier commun, mais les enjeux sont tels que les petites contraintes ou la discipline que l'on s'impose sont largement compensées par l'efficacité et donc par le retour et le profit direct pour l'entrepreneur. Est-ce que de temps en temps, il faut rappeler à vos adhérents, à vos coopérateurs, à quel point c'est l'essence même de votre coopérative, ce partage du fonds de commerce? Ou est-ce que c'est finalement une évidence qui irrigue jusqu'aux plus jeunes arrivants sans avoir besoin de répéter et répéter encore que c'est là un fondement? Alors je dirais que c'est les deux à la fois, mais vous savez, on a coutume de dire que la meilleure pédagogie, c'est la répétition. Donc on ne se prive pas de répéter sans cesse quels sont les intérêts et les valeurs. On a en ce moment des discussions et nous venons de terminer nos tournées régionales. Une vingtaine de réunions, et on exposait ce qu'étaient les valeurs, les vocations et les comportements dans la coopérative. Donc en permanence, on redit ça. Mais on voit un tel écart de performance. On faisait référence à l'écart de performance du commerce associé versus le reste du commerce. On pourrait dire la même chose chez nous, qu'il y a un écart de performance tel que la conviction, elle s'acquiert assez vite. Sans cette organisation, sans ce partage des mandats de vente, vous ne seriez pas leader du marché de l'immobilier aujourd'hui, d'après vous? Sans doute non. Sans doute non. Donc vous y mettez là un élément clé de votre position sur le marché. Oui, parce que l'organisation coopérative, le partage des bonnes pratiques, la mutualisation de ce fonds de commerce, tout ça, ce sont des ingrédients qui sont indispensables à la recette du succès. Et on ne peut pas en détacher un et dire, ou alors on retombe dans un modèle classique. La plupart de nos concurrents sont des entrepreneurs organisés sous une autre forme, c'est de la franchise. Et à ce moment-là, on est dans un modèle totalement différent. Alors, on revient avec vous sur la troisième valeur, l'implication, dans un instant. Avec Serge, quelques mots, présentation de Système U, quatrième enseigne française aujourd'hui, derrière Leclerc, Carrefour et Intermarché. L'enseigne qui a la plus grande progression, la plus forte progression en tendance long terme, c'est plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La question, Serge, est très simple. Le commerce associé dans le monde de l'alimentaire est actuellement très loin devant en termes de progression et de croissance que le commerce intégré. En quoi c'est dans les gènes même du commerce associé qu'il faut y voir une explication? Bien, bonjour à tous, et puis pardonnez-moi, j'ai eu des petits problèmes de transport, j'arrive de province et voilà, je n'ai pas passé pour un mal poli. Et, voilà. Et donc, la Vendée, c'est loin déjà, il faut le reconnaître. Oui, et c'est compliqué avec le TGV. Et donc, moi, je voulais dire un mot parce qui me paraît important sur le commerce associé, parce qu'on est en train de réfléchir à toutes ces questions-là pour le congrès de Système U, puisque tous les 3 ans, nous organisons un congrès. C'est le moment de rassembler toute notre communauté et puis de faire une visite introspective de ce que nous sommes et là où nous voulons aller. Et je pense qu'il y a un point très important que je redis à mes collègues. Est-ce qu'on peut monter le son du micro de Serge dont on me fait... Point très important du commerce associé, c'est que Serge, c'est la promotion des hommes. Ça, c'est un élément important parce que moi qui vous parle aujourd'hui, je ne serai sans doute pas à cette tribune ni à cette place dans Système U si nous n'étions pas en coopérative et dans le commerce associé. La plupart d'entre nous dans cette salle, mes collègues Système U en tous les cas, si on était dans un autre type de statut, voire même dans un autre pays, parce que finalement ce commerce associé, il existe de cette façon-là un peu singulièrement en France, où les adhérents sont à la fois propriétaires exploitants et en même temps maîtrisent leur destin collectif. Et donc, on serait peut-être au service d'une très grande entreprise, mais pas du tout avec le même statut de patron indépendant. Donc ça me paraît important qu'on le garde. Et évidemment, je regarde Guy Leclerc, ex-qualité, président de la FCA. Ça vaut le coup qu'on se batte ensemble pour préserver ce modèle. Ça me paraît très important.
ça me paraît être la valeur essentielle. Mais est-ce que ce sont les gènes mêmes de ce modèle qui engendrent aujourd'hui, quand on regarde factuellement le marché, ce différentiel de croissance? Évidemment, il y a un lien, parce que le commerce associé, il est dans un contexte un peu plus tendu au niveau économique, il est plus adaptable. Il n'est pas à des demandes de retour sur investissement que les groupes capitalistes doivent faire à leurs actionnaires. Hein. Il est resté fidèle à son métier, parce que dans les gènes du commerce associé, du commerce indépendant, c'est singulièrement le rapport au métier. Il n'y a pas de dispersion possible. Génétiquement, ce n'est pas possible. Dans les statuts même de la coopérative, on ne peut pas se disperser dans n'importe quoi. Donc on reste fidèle au métier. Et donc je pense que c'est un élément compétitif. Et puis, il y a aussi, que ça soit voulu, choisi, ou que ça soit à notre insu, le rapport au local est un élément actuellement de la compétitivité. Les gens ne se trompent pas. Le statut même d'un coopérateur, c'est de favoriser l'économie locale. Chacune de nos entreprises se veulent être des poumons des territoires, des poumons économiques des territoires. Pourquoi ? Parce que c'est dans la nature même de la coopérative de réinvestir localement. Quand vous êtes un acteur local, vous vous attachez à ce que ça soit l'entreprise locale qui construise votre magasin, que ça soit le paysan, quand il s'agit de l'alimentaire, qui approvisionne votre magasin, que ça soit la PME qui soit en relation avec vous, que les collaborateurs soient bien pris en compte, que les associations locales soient aussi des parties prenantes reconnues. Donc, s'exerce fatalement une relation de proximité avec cette économie locale. Et par les temps qui courent, il y a une espèce de paradoxe, alors même que, par ailleurs, la mondialisation a des effets directs et indirects sur à la fois l'économie et la psychologie des gens. Les groupes dits capitalistes, eux, sont obligés de faire du commerce à un endroit et d'investir à un autre. C'est dans leur gène. Carrefour, quand il prend de l'argent, parce que le commerce, c'est de l'argent qui circule en Bretagne, il l'investit en Chine, par exemple. Nous, on ne fait pas ça. Et généralement, je crois, la majorité des gens qui sont autour, qui sont dans cette salle, donc travaillent de cette façon-là. Donc à ce moment-là, le regard du consommateur trait d'union citoyen change. Est-ce que le consommateur et c'est un élément de la compétitivité par les temps qui courent. Est-ce qu'il le sait, le consommateur, cette spécificité ? Bien sûr. Non, mais bien sûr qu'il ignore pas. Comment vous lui dites Mais parce que d'abord, souvent, on est là depuis des générations. Moi, j'ai des collègues qui sont dans le pays où ils vivent depuis 3, 4, voire 5 générations. Donc c'est induit. La relation avec le pays, vous savez, on a l'habitude de dire, chez Système U, il y a 3 personnes qui sont finalement la même, mais on ne s'adresse pas de la même manière. C'est le consommateur, le client et le citoyen. Le consommateur vient chercher un produit, le client, il va dans un magasin, et le citoyen, il vit dans un pays. Et quand vous regardez un commerçant indépendant, il s'adresse, et on est les seuls à pouvoir le faire, aux 3 facettes de ce même individu. Il vend des produits, pas chers, en général, et bons, aussi bons que les groupes capitalistes peuvent le faire. Les magasins sont plutôt des magasins modernes, où l'accueil compte. Pourquoi ? Parce que la relation de proximité avec les équipes font aussi qu'il y a une empathie meilleure dans la relation client. Et enfin, le citoyen, un commerçant indépendant, il se veut un acteur de la vie locale puisqu'il vit dans ce pays. Il n'a qu'une envie, c'est que le pays progresse. Parce que c'est aussi, il est bien conscient que si le pays progresse, son magasin va progresser. Donc cette relation-là, c'est un élément, bien sûr, de la compétitivité, un comportement différent, qui fait qu'un groupe coté, un groupe capitaliste, avec un directeur de magasin de passage dans une ville, ne peut pas avoir cette relation de la même manière avec le pays. Donc, bien sûr, parce que lui, il est de passage. Donc l'indépendance crée le niveau d'implication, et c'est en ce sens que c'est une valeur qui génère de la performance. C'est une valeur qui génère, c'est un élément, je pense, aujourd'hui de la compétitivité. Oui. Alors dans les valeurs des coopératives, il y a la démocratie, puisque vous parliez de votre congrès à Deauville, je crois, les 5 et 6 juin prochains. En quoi la démocratie, ce fameux « un homme égale une voix », est-il un élément de la performance des coopératives ?
Ben, c'est notre système. Juste pour répondre quand même à la première question, le congrès de Deauville. Le congrès de Deauville, ça va être aussi celui de la pérennité, parce que un des points importants qu'on est en train de travailler, j'imagine que c'est une question qui se pose à tout le monde, c'est l'élément de la transmission. C'est l'élément. Il va falloir, moi en tous les cas, je ne sais pas comment mes collègues dans cette salle vivent ça, mais la coopérative, une de ses valeurs, c'est transmettre, trouver les générations qui vont porter le destin. Hein. C'est transmettre les magasins, c'est transmettre la gouvernance, c'est transmettre le savoir-faire. Donc, d'une certaine manière, comme un autre président aussi l'a dit, il y a un rapport à la jeunesse qui est important. Et je vois chez Système U, il y a maintenant la génération des fondateurs va commencer ou des refondateurs va quitter tranquillement. Hein. Et il faut qu'on fasse, nous, c'est un des grands défis, émerger la génération suivante des quadras, peut-être même ceux encore un peu derrière, pour qu'on leur fasse prendre conscience qu'il faut que leur tour est venu. Et c'est pas rien, hein, Système U, vous le rappeliez, Olivier, c'est 65 000 collaborateurs, quatrième acteur, enfin juste par parenthèse, on est aussi important que Thales ou Areva. J'ai lu ça hier dans un grand quotidien économique. Parce que quand on en parle au pouvoir public, ça situe un peu plus rapidement, parce qu'on dit qu'on est une coopérative, parfois ils se demandent si on n'arrive pas directement du Larzac, les scopes. Ouais, ils ont toujours cet outil, mais bon, ça change. Alors la question, j'y réponds, mais est-ce que la démocratie c'est l'homme égale une voix, mais on est une mais bien sûr, parce qu'on est une communauté humaine. Une coopérative, c'est avant tout, j'en reviens à ce que je disais en ouverture de mon propos, c'est une communauté humaine. Et une communauté humaine, elle ne fonctionne bien que s'il y a une vraie démocratie, s'il y a un partage, s'il y a de la transparence, si les décisions qui sont prises, si les gens adhèrent à ces décisions. Nous, par exemple, nous avons décidé que le seul centre de profit de tout notre groupement, ce n'est que le magasin. C'est un peu le principe génétique d'une coopérative, quand même, oui. En passant. Il n'y a pas de préemption de résultats ailleurs. Donc ça veut dire que ça oblige à une très grande transparence, ça. Puisque tous les outils au service de ces magasins, donc les outils qui sont en coopérative, tout le back-office, lui, évidemment, n'est qu'un centre de coût. Donc comme ce sont ceux qui sont au centre de profit qui décident, puisque ce sont les adhérents, moi j'ai un magasin, hein, qui décident des coûts qui vont être affectés, il peut pas y avoir, c'est obligatoirement démocratique. C'est autrement, il y aurait division. Et le mot le plus important pour qu'il n'y ait pas division, c'est le mot cohésion. Et il n'y a pas de cohésion sans véritable démocratie. Bon, les deux mots qui sont importants, cohésion de la communauté, cohérence de l'action, donc cohérence de l'action commerciale. Ça veut dire que là aussi, c'est du partage, et donc la démocratie, le vivre ensemble, est un élément là aussi de la compétitivité. Et je remarque, par opposition à d'autres, que souvent, ce qui peut donner confiance à cette communauté, c'est aussi la constance, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ne change pas de cap tout le temps, que les gens en place restent suffisamment longtemps aussi, qu'il n'y ait pas sur la gouvernance comme ça des à-coups. Et tout ça ne peut se vivre que dans une démocratie mature. Alors hier, dans le fameux quotidien économique dont je parlais il y a un instant, le titre de l'interview pleine page de vous était « Le modèle coopératif est extraordinairement moderne », je crois. Quelques mots près, c'était ça. Ça paraît presque surprenant vu de l'extérieur quand on sait, Guy Leclerc le rappelait, que ça a plus de 150 ans, c'était à Rockdale en 1844. Comment cette vieille forme d'organisation est-elle si moderne à vos yeux ? Système U, c'est pour l'anecdote, mais certains dans la salle la connaissent, c'est né en 1894. Et c'est marrant parce que c'est né après que le fondateur, qui s'appelait Juel, qui a lancé l'appel de Juel en 1894. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, ça c'est vrai. Et alors c'est cet appel après avoir écouté l'homélie d'un prêtre. Alors moi il allait à la messe à Savenay, en Loire-Atlantique, on allait à la messe à l'époque. Et le prêtre en 1894 disait à ses ouailles, la crise est tellement grave que si on ne fait pas appel aux valeurs de solidarité, aux valeurs de mutualisme, si c'est toujours l'égoïsme qui prévaut,
à ce moment-là, on va la tête dans le mur en 1894. Son discours serait terriblement moderne aujourd'hui. Et donc, j'ai perdu le fil, du coup. Donc, en quoi ce modèle organisationnel est-il si moderne pour que... Bien sûr, parce que vous vous rendez compte, il pourrait même inspirer d'autres communautés. Parce que chacun est patron, propriétaire, exploitant. Donc, c'est l'entreprise familiale. Et en même temps, tout le back-office, tous les outils sont mis en commun. Donc, ça permet de conjuguer le meilleur des deux. Et ce sont, bien sûr, ceux qui sont destinataires, les adhérents, qui dirigent. Donc, il ne peut pas y avoir de divergence. C'est un modèle qui correspond bien à l'ère du temps. Et on le voit si on est aussi nombreux dans cette salle, si, comme l'a dit Guy Leclerc, aux Échos, le commerce associé progresse plus vite que les autres, c'est parce qu'il y a une réelle adaptabilité à notre contexte d'aujourd'hui. Et la coopérative, je crois, est une alternative intéressante au capitalisme pur et dur. Et je vois des choses assez surprenantes qui ne sont pas simplement des choses qui ont trait au commerce, mais je vois par exemple des coopératives humaines se monter. Vous savez, c'est des gens qui veulent vivre ensemble plutôt que d'aller dans des maisons de retraite ou des maisons dites de vieux. Ils s'organisent ensemble, ils créent un back-office commun pour la cuisine, etc. Et leur modèle, leur statut, c'est la coopérative. C'est les coopératives humaines, je trouve ça intéressant. Vous voyez que ça peut, donc moderne. Ça peut être très moderne, bien sûr. Alors on va aller par vidéo interposée sur un nouveau marché avec une nouvelle entreprise et on va regarder à quel point ce modèle coopératif les intéresse eux aussi. Il s'appelle Thomas Lemonnier, il est fondateur de Préférence Domicile, c'est sur les marchés des services à domicile et il est très intéressé pour développer son entreprise par le modèle coopératif. On regarde. Nous sommes à Versailles, à quelques rues du château. C'est ici que Thomas Lemonnier dirige Préférence Domicile. En 2008, avec son frère Clément, ils ont créé cette entreprise de service à la personne. Dans la famille, c'est la 5e génération d'entrepreneurs. 2 heures par jour, là, une intervention le matin et le soir. D'accord. 5 jours sur 7. Ok, vous avez déjà prévu un intervenant ? Éventuellement Clément. Bricolage, jardinage, ménage, soutien aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Préférence Domicile, c'est 36 salariés, 2500 heures de service par mois à Versailles. Dans la ville, difficile pour l'entreprise de se développer davantage. Alors, Thomas veut créer un réseau. On s'est dit, voilà, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à autre chose avec d'autres personnes qui ont d'autres visions, s'associer, se développer, se protéger, se renforcer et donc trouver une solution pour mutualiser en fait nos ressources, pour que ce soit des ressources d'économie d'échelle ou alors que ce soit des ressources simplement de fonctionnement, de réfléchir voilà, un petit peu comment on pouvait se développer pour être plus fort et exister encore dans 10 ans. Avec le vieillissement de la population, le maintien à domicile risque de devenir un enjeu clé dans la société. Pour répondre à ces attentes, Thomas a opté pour le réseau coopératif. Plutôt que de réfléchir à créer quelque chose de toute pièce, à repartir à zéro, pourquoi ne pas innover en créant finalement une coopérative et en s'associant avec d'autres structures matures, déjà installées, qui pourraient partager leur expérience, leur réseau qu'elles ont déjà su créer, leur proximité, et puis l'impact au niveau de la territorialité, c'est-à-dire pouvoir répondre aussi à des demandes d'autres prescripteurs, comme des mutuelles par exemple, qui souhaitent passer des contrats et qui passent des contrats avec des réseaux parce qu'elles savent que voilà, un réseau est plus étendu qu'une structure indépendante. Au-delà de son efficacité économique, les valeurs du modèle coopératif séduisent les deux frères. Je pense que le fait que effectivement tous les adhérents soient indépendants, ça veut dire que c'est des gens de terrain, de proximité, qui sont proches de leurs bénéficiaires, proches de leurs salariés, proches du contexte social dans lequel ils évoluent, et qui ont su en plus effectivement créer leur réseau eux-mêmes. Donc ils se sont battus pour s'inscrire dans le tissu local, contrairement à d'autres structures qui vont vous dire voilà, vous prenez mon nom et puis je vais passer 2-3 coups de fil et vous aurez tout de suite une reconnaissance parce que vous avez mon nom. Ce qui n'est pas en réalité le cas. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir se dire, en allant démarcher finalement des futurs associés, leur dire, bah voilà, vous rentrez dans une coopérative qui vous appartient. Vous êtes indépendant,
mais ça vous appartient. Alors effectivement, on va créer une marque, on va créer un nom sur lequel on va pouvoir se faire entendre et se faire connaître, mais cette marque vous appartiendra aussi, donc c'est pas quelque chose qu'on vous impose. Et puis vous aurez toute voix au chapitre finalement pour les décisions de direction de l'entreprise, de développement, des partenariats qu'on voudra monter, et tout ça se fera en plus sur une valeur qui est aujourd'hui bien connue et claire de coopérative, c'est-à-dire un homme une voix. Donc c'est clairement une démocratie donc au sein d'une entreprise, et c'est quelque chose qui dans notre secteur qui est quand même un secteur social est pour nous une valeur ajoutée. Alors, la lumière va revenir, quelques-unes des valeurs que l'on a investiguées jusqu'à présent. Il y avait cette notion d'indépendance, dont vous disiez en l'occurrence Serge que c'était le premier élément de la réactivité, la mutualisation avec la mise en commun des moyens, l'actionnariat ou la tête de réseau, ou l'exploitation, pardon, n'est pas là pour rémunérer la tête de réseau, mais bien les magasins. Bernard, vous aviez démarré sur cette notion de partage. Alors, partage des bonnes pratiques avec vos réunions de GIE, et surtout, aspérité vraiment particulière sur votre marché, le partage du fonds de commerce et des mandats de vente. Il y a une autre valeur qu'il faut investiguer à présent, tourne autour de l'implication et de la gouvernance. Avec vous, Bernard, vous êtes exploitant, de fait. Pourquoi c'est un préalable indispensable ? Je crois que le Orpi en chef soit lui-même un agent immobilier, on va dire ça comme ça. Alors, d'abord, l'implication des membres dans une coopérative, c'est pour moi la garantie et la contrepartie de l'indépendance. On dit que la coopérative, c'est la démocratie, c'est des entrepreneurs qui se sont regroupés pour être maîtres de leur destin, mais il n'y a pas de bonne coopérative qui vive sans implication de ses propres membres. On est nous aussi confrontés à la problématique de la pyramide des âges, puisque ça n'épargne personne, je dirais, et on va se retrouver, on est déjà quasiment dans ce process-là de transmission. Que faisons-nous ? On essaye de favoriser et d'impliquer au maximum les jeunes, ceux qui ont effectivement entre 35 et 45 ans, qui seront les dirigeants de demain, qui prennent déjà quelques responsabilités locales et qu'on incite à s'impliquer de plus en plus, à participer, à animer, à être dans ces groupes de travail, à animer les réunions locales, etc. etc. Est-ce que tout adhérent Orpi, par principe, doit donner une partie de son temps ? Alors, il y a des enseignes où on appelle ça le tiers-temps. Il y a effectivement des enseignes de la grande distribution qui... L'idée, elle est bonne et elle est au service de la performance, pour revenir à ce qui nous anime. L'idée, elle est par excellence au service de cette coopérative, elle est très bonne. Elle n'est pas institutionnalisée chez nous comme le tiers-temps en disant vous devez consacrer, notamment pour une raison majeure, c'est que la plupart de nos entreprises sont des petites structures qui ont quelques salariés seulement et elles ne sont pas comparables à des structures d'entreprise comme celle de la grande distribution. Donc oui, on incite à participer. C'est le bon moyen aussi de connaître, c'est le bon moyen de... L'habitude que j'ai, c'est de dire qu'on arrive à changer de métier en restant dans le même environnement professionnel. Quand on dirige la coopérative Orpi, moi je suis moins agent immobilier, mais je suis plus gérant d'entreprise et d'une belle entreprise. Et c'est le parcours qu'on propose à ceux qui vont s'impliquer dedans. Mais c'est vraiment pour moi la contrepartie de cette indépendance que l'on revendique tous. Je vais vous donner un exemple. Nous avons un excellent directeur général en ce moment chez Orpi qui vient qui a eu une autre vie professionnelle avant la coopérative et avant Orpi, et qui nous disait, et qui nous dit régulièrement, un des changements fondamentaux quand je suis arrivé chez Orpi pour travailler, c'est que avant mes employeurs, c'était des fonds de pension, auquel M. Cohen faisait allusion tout à l'heure. Le capitalisme impatient. C'était le capitalisme impatient, ça, oui, les fonds de pension. Et il dit, moi, mes actionnaires, je ne les connaissais pas, on recevait des ordres, ça arrivait comme ça, ça tombait du ciel, on ne savait pas qui en a affaire. Et ce qui est enrichissant pour lui, et donc pour nous, et donc pour la coopérative, c'est que les actionnaires, c'est nous, c'est des entrepreneurs de terrain. Nous sommes dans le conseil de gérance à ses côtés, on fait marcher la coopérative, et il y a cette relation-là, donc cette implication, elle est très forte. Et si on veut qu'une coopérative, quelle qu'elle soit, continue de vivre, soit animée, et de la performance finalement, parce qu'on revient sur ce thème générique, il faut que les adhérents s'impliquent. Autrement, il n'y a pas de fonctionnement. Parce que soit à ce moment-là, le pouvoir est confisqué à l'intérieur de la coopérative par une espèce de nomenclatura qui ne veut surtout pas le partager, et ça c'est absolument néfaste.
Soit alors, c'est ce que certains chez nous, ça va en faire sourire beaucoup dans la salle, appellent la technostructure, c'est-à-dire les non-adhérents qui sont des compétents, qui sont les directeurs des différents services, les permanents comme on les appelle, et ni l'un ni l'autre n'est une bonne voie. La bonne voie, c'est l'équilibre, c'est l'enrichissement aussi, parce que on parlait du partage des bonnes pratiques, l'enrichissement au niveau de la gestion de la coopérative vient de ceux qui travaillent. Serge Papin le disait, il a un magasin, moi j'ai plusieurs agences immobilières, mes pairs dans le conseil de gérance aussi, on sait de quoi on parle quand on prend des décisions. Et si on pense que telle action commerciale ne conviendra pas à nos clients, c'est pas une vue de l'esprit, c'est tout simplement parce que on a ce cordon ombilical permanent avec la réalité du terrain. Une des choses qui était en filigrane dans les propos tout à l'heure, c'est la proximité. C'est l'homme, mais c'est aussi la proximité avec son marché, avec son terrain. Et chez nous, l'implication, enfin, la proximité doit être au service de l'implication. L'implication doit être au service de la démocratie et de l'indépendance de la coopérative, et donc de la performance et du succès. Est-ce qu'une décision qui est prise collégialement par des adhérents est par principe plus rapidement exécutée ? Indépendamment qu'elle soit meilleure ou pas, on parle bien de la rapidité de duplication d'exécution. Bien sûr, parce qu'ils s'y retrouvent. On a coutume de dire qu'on va mettre un petit peu plus de temps que les autres à prendre la décision. Mais là aussi, c'est une volonté. D'abord, c'est comme ça, et puis il ne faut pas aller contre le sens de l'histoire et contre notre nature profonde. On l'a voulu. En même temps, ça permet de dégager des consensus larges sur des sujets importants. Et par définition, le consensus large, on s'y retrouve mieux, donc on se l'applique mieux, parce qu'il faut de l'autodiscipline. Là aussi, si on veut une coopérative performante, il faut qu'on associe de la discipline de chacun de ses membres pour mettre en action ce que l'on a décidé. Donc tout ça a une forme de logique, et finalement, on s'y retrouve. Donc la décision, si je reprends le début de la phrase, elle met plus longtemps à être prise, mais elle est plus rapide à être mise en œuvre. Oui, et puis on s'y retrouve, on s'identifie à ça. Et ça fait aussi partie de ses valeurs, quoi. C'est pas quelque chose d'anonyme. Et qui doit porter la décision vis-à-vis du réseau ? Le DG ou le président adhérent que vous êtes ? C'est les deux. Nous, les gérants, on est élus sur un programme à 3 ans, puisque nous avons un mandat de 3 ans. Donc on trace des perspectives et des projets d'avenir pour la coopérative, ce qui nous semble être pertinent pour l'avenir de la coopérative. Ça donne un plan-programme à 3 ans que l'on met en œuvre. Et donc, les politiques que nous sommes déterminent la stratégie de la coopérative. Et ce que vous appelez les permanents sont là pour que cette stratégie soit mise en œuvre de la manière la plus pertinente, la plus efficace possible, dans l'intérêt des membres. Ce n'est pas un gros mot non plus, permanent. Ah non, pas du tout. Serge, vous étiez par exemple hier dans votre magasin en Vendée. Oui. C'est indispensable d'être à la fois exploitant et président d'une coopérative ? Oui, ben c'est le sens de notre gouvernance. Hein. C'est les associés qui dirigent la politique et la stratégie du groupement. Et effectivement, les permanents nous aident à la mettre en œuvre. Et l'associé est le garde-fou par sa connaissance terrain. Oui, c'est un peu ce que disait Bernard, là. Oui. Alors, nous, on travaille ce qu'on appelle en binôme. On a gardé le binôme est une de nos valeurs, c'est-à-dire que travaillent côte à côte un associé et un permanent. Et c'est important que ça soit bien compris, c'est normal que, et d'ailleurs les permanents, il n'y a pas de sujet de divergence là-dessus, ils comprennent bien qu'eux, ils sont là pour mettre en œuvre ce que veulent les associés, on appelle les adhérents. Et c'est normal, c'est leur groupement, c'est leur coopérative. Et je m'aperçois parfois où est-ce qu'il peut y avoir divergence, et c'est pas, il n'y a aucun reproche dans mes propos, c'est effectivement, tiens, imaginez, par exemple, que dans la politique, imaginez qu'à Bercy, ce soit les fonctionnaires qui commandent. Il y aurait fatalement divergence. Heureusement, ce sont les élus. Eh bien, de la même manière, imaginez que dans une coopérative, ce qu'on appelle la technostructure, du coup, dirige. Il y aura fatalement divergence. Et ce n'est pas faire un reproche parce qu'elle n'aura pas les mêmes ambitions que les associés. Donc c'est pour ça qu'il faut que chacun soit à sa place. Et moi, j'aime bien cette notion de binôme, parce que la binôme, on travaille ensemble. Et chacun à sa place et chacun en complément. Et donc l'implication, ça veut dire quoi ? Pour l'associé, ça veut dire prendre en compte et prendre à cœur son groupement.
Et pour le permanent, c'est mener à bien, de manière exécutive, les missions opérationnelles qui lui sont confiées. Et si on travaille les deux ensemble, on a pour habitude de dire que l'associé, dans le cadre des missions opérationnelles, doit être à la fois critique dans le bon sens du terme, mais aussi soutien de son permanent. Et cette notion de binôme, pour nous, elle est très efficace. Et justement, elle permet de préserver l'équilibre entre les adhérents associés de la coopérative et les binômes permanents collaborateurs du groupement. Alors, un dernier mot à tous les deux. Dans les 6 valeurs de la coopération, que je vais vous redonner dans un instant, puisque c'est le socle, c'est l'ADN de la coopérative, laquelle, d'après vous, est celle qui justifie le plus la performance intrinsèque de la coopération? L'indépendance, la mutualisation, la solidarité, la démocratie ou l'implication? Eh bien, les 6, mon capitaine. Ouais. Ben oui. Trop facile. Mais non, parce que, moi, j'imagine mal qu'on puisse les dissocier. J'aurais presque envie d'en rajouter encore une ou deux, parce que c'est un tout cohérent. Moi, en vous écoutant, j'avais compris mutualisation, tellement vous mutualisez tout chez vous. Mais oui, mais la mutualisation est permise parce qu'à côté, il y a d'autres valeurs qui fonctionnent bien. Elle va rebondir sur d'autres valeurs qui elles-mêmes sont cohérentes avec d'autres. Moi, je ne sais pas isoler une. La motivation qui fait que des entrepreneurs indépendants se regroupent dans une coopérative, elle est à peu près toujours la même, c'est augmenter la performance en restant soi-même et en gardant son indépendance. Mais si on s'arrête à ça, on n'a pas le niveau de performance qu'on décrit ce matin, que les enseignes membres du commerce associé démontrent au quotidien. Il en faut d'autres. Donc ça me semble très difficile d'en isoler une par rapport aux autres. Serge. C'est vrai, c'est pas facile. Il y en a une que vous avez oubliée, qui est très importante. C'est l'adaptabilité. Parce que les coopératives... C'est la conséquence de l'indépendance, quelque part. Bien sûr. C'est bien parce que je suis maître de mon destin que je m'y adapte plus facilement. Parce que je crois que... D'ailleurs, je regarde, il y a un bon résumé. On a dans la salle un grand philosophe et un grand économiste. Et c'est ça, le mélange des deux. C'est à la fois un état d'esprit qu'il faut avoir, et en même temps une rigueur économique, parce qu'on ne pourrait pas se battre avec des épées en bois quand les autres ont des bazookas. Donc, du coup, c'est le mélange des deux. Mais moi, je pense que l'adaptabilité, nous, on a toujours l'habitude de dire qu'il faut qu'on sache faire un double mouvement, un grand écart, sans trop se faire mal. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être centralisateur, donc c'est un mouvement centripède pour tout ce qui concerne les outils, parce que là, la productivité des outils, elle s'impose comme d'autres groupes concurrents le font, parfois mieux que nous. Mais donc, il faut qu'on soit compétitif à ce niveau-là. Donc là, on n'a pas d'autre choix que de centraliser. Et en même temps, le mouvement centrifuge, que là, on est capable de faire mieux que les autres, c'est la grande adaptabilité au local. Parce que c'est là que ça se passe. Et la relation avec le consommateur citoyen, encore une fois, elle est locale. Et la grande force des coopératives, c'est justement d'avoir plus d'adaptabilité à ce local. Et ça, pour moi, c'est en valeur perçue par nos clients, c'est une des valeurs fondamentales. Donc l'équilibre des forces entre le centripète et le centrifuge, c'est une autre définition de la coopération. On a vu ce matin avec Élie Cohen que ce n'était pas une entreprise hors sol par opposition à d'autres entreprises. On commence petit à petit par définir avec des mots certes très réducteurs, mais ce qu'est aussi la coopération. Merci Serge, merci Bernard. Merci.